Donc, عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. سامحوني juste une seconde. Voilà, مرحبا بكم الناس الكل. Donc مرحبا بكم الواسب تونيزيا chapter. أما المرة هذه c'est une première. Donc c'est une collaboration. كيفاش نقولها في تونس هذه البداية ومازال إن شاء الله. Donc c'est une collaboration ما بين donc WASP Tunisia et WASP Alger. On est fiers de ça. Donc, on est très, très heureux de cette collaboration. Inch'Allah, bien sûr, il y aura d'autres événements. Donc, comme tu as dit, le WASP Tunisia, c'est un peu pour la sensibilisation autour de la sécurité logicielle, mais pas que, surtout في الWASP. Donc, اللي حاب يعرف شوية على الWASP, il y aura wasp.org. يمشي يعمل فكرة ياخذ فكرة un petit peu sur l'organisation هذيا, sur les projets نتاعها, sur les outils open source, sur le guidelines, références, etc. Alors, c'est un mois spécial, اللي هو الموا نتاع السايبر سيكوريتي مانث، معناتها لو موا de la cybersécurité. نحاولوا اللي نحنا نعطيو toujours des tendances في السيبرسيكوريتي، والتندانس يظهر لي نتاع اليوم c'est un peu spécial. C'est un trend. Et en fait, au niveau du WASP, vous allez voir, peut-être on va vous donner des liens. Le WASP, a des projets TAWA, justement, les projets top 10, les thématiques اللي باش نحكيو عليها اليوم. Donc, فرحانة ياسر d'avoir avec nous deux éminents experts, machallah عليهم, et surtout منورين. Donc, je vais commencer par Monsieur Helmi Reis. Donc, نقدمك شوية حلمي. نعمل لك شو في كلمتين نحاول, c'est pas évident. Donc, je vais prendre juste le titre. Donc, pour les détails, Inch'Allah, تشوفوا حتى في LinkedIn ou في description de l'événement. Donc, Helmi, comme position, il est le groupe Cybersecurity Practice Leader chez Explio Group. Et il est président aussi actuellement de ICCware de Paris Chapter. مرحبا بك حلمي. مرحبا نهال. مرحبا زاده بمهدي ناصر كركار. صحة. So, IT OT Cyber Consultant, WASP Alger Chapter Board Advisor ou member aussi Ship Director في ال CSA Algérie. Donc, مرحبا بك زاده كيف مهدي. Merci d'avoir accepté l'invitation. تسمع فينا مهدي؟ Merci beaucoup, barakallahu fik. باهي أنا فرحانة. Donc, oui, merci beaucoup Nihal. Juste peut-être comme un petit décalage. En tout cas, قبل ما نبداو bien sûr في l'événement تاعنا en ligne, اقعدوا jusqu'au bout parce qu'il y a énormément d'informations, de données, des use cases, d'applications. Il y a des choses qui existent sur le terrain, du côté surtout industriel, du côté opérationnel. Vous allez découvrir énormément de choses et à la fin aussi il y a des démos et de la pratique. Donc première chose, si vous avez des questions, des commentaires, tout ce que vous voulez, même s'il y a des propositions d'autres événements, là, si vous avez n'importe quel commentaire, faites chat déjà donc n'hésitez pas au cours de la présentation. À la fin, on aura inchallah des questions-réponses. Peut-être ça, on veut un peu interagir avec nos experts. Zeda, merci, c'est très important. Samhouni, Khatradima, l'introduction, c'est important de le signaler à nos partenaires. Et les Qadines, en fait, ils diffusent tout ce qui est sensibilisation avec nous, le WASP, donc tunisien. Donc, merci à l'Agence nationale de la cybersécurité pour leur soutien et leur, bien sûr, diffusion. Merci aux associations qui m'a la IEEE Tunisia Section ou le Securinets. Donc, Inch'Allah, bien sûr, Tajib, et je suis sûre, cette session, et j'en doute pas surtout. Donc, je vais passer directement la parole. Loulania, les premières présentations, et ça va être, je pense, à la drone. Donc, la drone, apparemment, فما مشكلة. نعرفش حلمي شنو رايك في الموضوع، لازم نحكيو فيه. Donc, on va commencer par la première présentation sur drone security. Merci beaucoup. The floor is yours. Welcome. Juste حط présentation حلمي كان si tu peux. Ouais, tu me dis si c'est bon. Hein. Voilà. Est-ce que tout est bon? Très, très bien. Très bien, merci beaucoup Nihal, merci beaucoup pour l'invitation.
Je vous ai préparé une petite présentation, Lioum, concernant la sécurité des drones. On n'a que 30 minutes. Normalement, c'est une formation qu'on peut donner de 3 à 5 jours. Mais l'idée, on va en parler, c'est de donner une vision globale sur ce nouveau challenge. Pour me présenter très rapidement, donc, je suis Helmi Rai, je suis diplômé de l'Institut national des sciences appliquées et de technologie, promotion 2004. Actuellement, je suis président du chapitre français de l'IC Square, mais je suis practice leader chez Expleo. Expleo est une multinationale, 19 000 personnes. En cyber, je dirige une grande équipe de 180 personnes un peu partout dans le monde. Et puis voilà, j'ai eu la chance d'être membre fondateur de plusieurs entités cybersécurité un peu partout dans le monde. Et j'ai participé à pas mal d'événements également, publié pas mal d'articles scientifiques. J'adore la cybersécurité depuis que j'étais à l'INSAT, et mes intérêts aujourd'hui, c'est tout ce qui est cryptographie post-quantique, blockchain, tout ce qui est sécurité des produits et l'IA, la sécurité. Ce sont les sujets qui m'intéressent aujourd'hui, sur lesquels je travaille, et j'ai eu la chance de publier pas mal d'articles scientifiques dessus. Très bien. Alors, en fait, juste pour qu'on soit sûr, aujourd'hui, on va faire une introduction à la cybersécurité des drones. C'est juste que je vais vous donner, je vais vous mettre l'eau à la bouche, comme on dit en français. مانيش في مقالكم ولا باش نعطيكم بريزونطاسيون على tout ce qui est sécurité militaire ونتاع les drones. مانيش نحكيو على tout ce qui est contre drone, par exemple, les attaques avancées en RF, tout ce qui est SecOps, etc. On va pas parler de ça. Malheureusement, pour 30 minutes, je ne peux pas faire grande chose. Je vais juste vous présenter. En gros, j'ai planté le décor pour que vous sachiez un peu شنو هي cybersécurité relative au drone, شنو هو l'écosystème, voilà, que je vais juste planter le décor pour que vous appreniez, vous allez avoir une certaine appréhension du sujet. Juste, il y a des termes qu'on va potentiellement utiliser. Donc, le drone, c'est ce qu'on appelle unmanned aerial vehicle ou unmanned air system. Donc, c'est ça, les UAV, UAS, c'est ça les termes, les autres termes, on les trouve beaucoup dans les pays anglo-saxons. Durant toute la présentation, on va parler de drones, mais il y a d'autres acronymes qui risqueraient d'apparaître dans la présentation. Par exemple, tout ce qui est traffic management, on l'appelle l'UTM, contre le drone, les CUAS. Et puis, voilà, je pense que c'est ça les 2-3 termes que vous allez trouver dans la présentation. Très bien, juste pour que vous sachiez, aujourd'hui, l'année dernière, il y a eu plus de 7,6 millions d'heures de drones civils, je parle, qui ont été déclarés, qui ont été recensés. Aux États-Unis uniquement, il y a un portail où les industriels ou les professionnels, quand ils utilisent leurs drones, ils le registrent. Donc, il y a plus d'1 million de drones qui est déjà enregistré uniquement aux USA pour des utilisations professionnelles. Et puis, juste pour vous donner, donc, ce qui est estimé aujourd'hui, donc, on est potentiellement à 50 milliards de dollars de marché global de drones d'ici de drones civils, je parle, d'ici 2032, plus que 2030-2032. Donc, c'est un très, très gros marché, ce qu'on appelle civilian drones ou consumer drones. Donc, les drones qu'on utilise dans les contextes industriels, mais également dans l'utilisation quotidienne. Alors, juste pour vous donner une idée, ça, c'est ce qu'on appelle le Drone Survival Guide. Ça, c'est l'exemple de plusieurs drones qui existent aujourd'hui, qui circulent au-dessus de nos têtes. Et voilà, donc il y a cette échelle-là, donc plusieurs mètres, de plusieurs dizaines de mètres de drones. Donc là, c'est la grande utilisation des drones au niveau militaire. Donc, je suppose que vous êtes au courant de ce qui se passe un tout petit peu dans le monde aujourd'hui. Et nous, on va parler de celui-là, qui est à droite. Donc, c'est le plus petit. On va pas parler de tout ça, malheureusement, mais on va parler d'ici, donc de Parrot, on va parler de G, on va parler des drones avec cette petite taille-là qui ont plusieurs utilisations. Les autres, on les laissera potentiellement pour une autre présentation. Le challenge dans les drones militaires ou les drones à utilisation de défense est très important, sachant qu'on ne parle pas uniquement de drones. Aujourd'hui, le terme drone
Potentiellement, l'UAV, c'est ce que je vais présenter, mais le terme drone peut aussi s'appliquer à des drones qui peuvent être maritimes, sous forme de bateaux, qui mettent bateau, ou des drones terrestres sous forme de robots, et des drones aériens sous forme qui ressemble à un avion. Alors, dans quelle utilisation aujourd'hui on utilise des drones? Donc, dans le contexte industriel, on les utilise beaucoup, beaucoup. Peut-être ça se voit pas, mais par exemple, en Asie, en Australie, aux États-Unis, ils sont très utilisés. Enfin, on a une utilisation qui est assez importante, beaucoup dans l'énergie et tout ce qui est cartographie des drones, des cartes, hein, mais également, donc il y a pas mal de use cases. Donc, on a dit mapping, inspection, tout ce qui est frontières, par exemple, ou c'est-à-dire supervision, monitoring des zones, etc. Ou sinon, on peut l'utiliser dans pas mal d'autres sujets. Par exemple, ici, je vous ai collecté quelques use cases ici, quelques cas d'utilisation dans le civil ici pour aider à combattre le feu, identifier c'est-à-dire le centre du feu, mais également identifier s'il y a des personnes dans un immeuble. Également, on a dans l'agriculture, par exemple, pour l'eau ou pour la distribution d'eau, mais également pour identifier s'il y a des maladies ou il y a des anomalies dans les terrains. Il y a également pour les drones dans le contexte aérien, mais dans le contexte maritime, pour détecter la pollution, d'autres use cases dans la télécommunication pour la supervision des ATM ou par monitoring ou détection d'anomalies ou autre chose. Donc, en fait, dans l'industrie, on les utilise de plus en plus et ils facilitent de plus en plus donc certaines activités industrielles. Alors, pour ces drones-là, c'est quoi en fait un drone? Un drone, c'est donc quand vous le prenez entre vos mains, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de jouer un tout petit peu avec. En fait, vous avez dessus donc un composant hardware qui a des hélices qui volent. Il y a un contrôleur donc qui gère. Il y a après une application web, une application que ce soit sur iPhone ou sur Android. Et dans cet équipement hardware, donc il y a de la RAM, il y a du CPU, il y a une connexion Wi-Fi, il y a une couverture d'une bande de 2,4 GHz, que ce soit pour le contrôleur ou dans cette bande, on met tout, en fait, on met beaucoup de choses. Il y a des modules GPS, parce que le drone peut communiquer pour savoir sa position. Il y a des caméras. Il y a également, dans les drones, on peut trouver des entrées pour SD card, mais également des USB ou micro USB. On a des capteurs, compas, le baromètre, l'accéléromètre, etc. On a une batterie et en gros, voilà l'ensemble des composants. Donc, en fait, c'est un petit engin, mais il y a énormément de technologie dedans. Très bien. Alors, rapidement, par rapport à tout ce que je vous ai montré, évidemment, donc c'est un ordinateur qui vole mécaniquement. Donc, on a, depuis les 2 dernières années, entre 2022 et 2023, on a vu 7 fois plus de vulnérabilités qui touchent tout ça, qui touchent à la fois les composants, les sensors, les capteurs, les protocoles de communication, etc. Donc, donc les failles qui touchent les drones ont évolué, ont été multipliées par 7 l'année dernière, entre 2022 et 2023. Et juste pour vous donner, par rapport au grand marché de cybersécurité, donc on a un marché cybersécurité qui touche pratiquement les drones civils. Il sera aux alentours de 11 milliards de dollars d'ici les 8 prochaines années, d'ici 2032. Aujourd'hui, il est estimé à 3 milliards de dollars, ce qui est énorme pour ce petit engin et pour ce petit objet. Alors, on a parlé des failles de sécurité. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé depuis les 2-3 dernières années. Donc, vous savez que les Ukrainiens et les Russes ne s'aiment pas beaucoup ces dernières années. Donc, ils sont en guerre depuis pratiquement 1 an et demi maintenant, ou 2 ans. Et donc, aujourd'hui, les drones sont très utilisés pour les combats. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que l'armée ukrainienne a réussi à hacker un des drones russes, à identifier les zones d'émission pour détecter le signal, pour détecter la zone d'émission du signal de contrôle, et elle a pu donc identifier cette armée la station, donc la maison ou le bâtiment dans lequel ces drones-là sont gérés pour le bombarder après.
Et c'est un drone de la taille d'un drone, d'un consumer drone, d'un civilian drone. Donc c'est un drone qu'on trouve c'est pas un drone militaire de plusieurs mètres. Également, on a une nouvelle attaque, T-Drone, donc c'est une attaque APT qui a ciblé tous les constructeurs taïwanais, plusieurs constructeurs, pas tous, plusieurs constructeurs taïwanais de drones. Vous savez, cette technique, elle est utilisée elle est très avancée pour tout ce qui est attaque hardware, software, supply chain attaques, etc. Donc, on les a utilisés, on a essayé de les cibler par un groupe pro-chinois, on dit dans l'article, mais on ne sait pas, enfin, ok, bon, c'est un groupe pro-chinois qui permet qui a conduit ces attaques-là avec les moyens classiques, phishing, spear phishing, attaque avec PDF, etc., pour prendre la main potentiellement sur les architectures hardware, software, sur les différents composants, etc. Pour potentiellement, il y a plusieurs années, des États ont introduit des gros constructeurs, les plus gros constructeurs que vous connaissez dans les réseaux, dans la sécurité, de façon générale, pour introduire des backdoors, pour pouvoir potentiellement dérober des trafics, introduire des systèmes, etc. Un autre type d'attaque, donc en fait, c'est donc le data center de Facebook qui a subi une visite qui n'est pas la bienvenue, qui n'a pas été la bienvenue. Donc c'est quelqu'un qui a utilisé ce drone-là pour superviser, pour voir à quoi ressemble le data center de Facebook. Et puis l'autre, la plus intéressante, c'est que donc des pirates ont pu s'introduire sur un système d'information, sur un réseau d'une entreprise dans le domaine financier. Et ben, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un drone, ils l'ont envoyé sur le toit de l'immeuble avec une Pineapple. Cette Pineapple, pour ceux qui connaissent un peu la sécurité, donc on peut simuler avec un réseau Wi-Fi. Donc, ils ont simulé le réseau Wi-Fi de l'entreprise. Les utilisateurs se sont connectés et ils ont mis leur login, leur mot de passe, et puis ils ont réussi à récupérer donc des logins, des mots de passe, plusieurs données pour s'introduire sur le réseau. Donc, en fait, elle a été utilisée pour étendre la capacité des pirates informatiques pour s'introduire sur les réseaux de cette société financière. Alors celle-là, donc on en a parlé, je pense que je vais pas m'attarder dessus. Donc ça, c'est un use case, un proof of concept où on a ajouté une petite plaque là qui a permis, en tout cas, avec des capteurs thermiques, de voir au-delà des murs. Donc un drone qui peut s'approcher d'un immeuble, ou il peut voir au-delà des murs ce qui se passe derrière les murs pour visiter des maisons ou des immeubles ou des entreprises. Un autre type de menace, un autre type d'attaque. Donc, en fait, ce que vous voyez, Grey Hat Warfare, donc Warfare, c'est une application, c'est un site web. Et donc, c'est une communauté également où donc, on trouve pas mal de choses et on trouve pas mal de données exfiltrées. Et elle recense donc en fait, ce qu'on a vu, c'est que parfois les drones utilisés pour le personnel, pour le besoin personnel, mais également pour le besoin professionnel, parfois les vidéos, donc ils sont stockés là, mais ils peuvent être stockés sur le cloud. Donc ils les mettent sur le cloud. Et quand ils ne sont pas bien référencés, bien cachés, on peut les retrouver en fait. Donc vous pouvez jouer un tout petit peu, vous allez trouver des vidéos de drones qui circulent un tout petit peu, un peu partout dans le monde, que ce soit sur Azure, sur Amazon, avec des mots-clés. Vous pouvez chercher par exemple des fichiers MOV ou des fichiers des fichiers PDF, des fichiers des JPG, etc., des PNG. C'est pas très très marrant. Alors, autre chose, donc si un jour on arrive à récupérer un drone, par exemple on le vole, on prend la main dessus, donc on peut récupérer pas mal d'informations dessus, ne serait-ce que de prendre les fichiers .dat ou d'autres fichiers de log, les mettre sur des sites web spécifiques comme AirData, et il va vous donner tout le détail concernant l'état de la batterie, il est parti où, la géolocalisation, c'est-à-dire toutes les informations relatives à ce drone-là et cette activité-là sans que vous ayez à rien faire finalement pour faire du forensic. Donc voilà, c'est une application, un accès qui permet de faire ça. Donc ça donne beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé pour ce drone-là, juste en uploadant les fichiers de log.
Si jamais vous faites voler votre drone, donc vous avez une application qui permet de faire ça, de rechercher votre drone si quelqu'un l'a vu. Il suffit de mettre le numéro de série ou le nom ou quelques détails sur le drone pour voir il a quelqu'un l'a retrouvé. Donc c'est une base de données partagée par les personnes de bonne foi. Et puis comme on trouve des choses sur la partie apparente de l'internet, on peut trouver aussi dans le darknet. Là, donc ça, on peut trouver des personnes qui ont, là, ce qu'on voit, c'est des Switchblade 300, c'est des drones américains qui sont vendus à $4000 par pièce. Ils ont été récupérés en Syrie et puis vendus dans le darknet pour des États, pour des entreprises spécialisées, si elles veulent faire du reverse engineering et voir comment ces drones-là marchent. On trouve pas mal de services également pour voler, analyser, prendre la main ou contrôler des drones, donc comme ce qu'on trouve dans les autres domaines de la cyber. Également, on a des services comme celui-là, No Limit Drone. Vous savez que les drones, vous ne pouvez pas voler n'importe où avec, même si c'est le vôtre. Ça veut dire il y a des no-fly zones. Donc, on ne peut pas, par exemple, quand vous rapprochez d'un aéroport, d'une zone militaire, donc on ne peut pas, votre drone, il va atterrir, il ne pourra pas voler. Pourquoi? Parce que les personnes, donc les États, ils ont donné ces positions géographiques aux constructeurs pour les mettre dans une blacklist, une sorte de blacklist. Et dans cette blacklist-là, vous n'avez pas le droit, donc du coup, de voler. Et du coup, donc on a des services, des personnes qui peuvent casser ça, jailbreaker ça. Donc vous lui ramenez le drone, il va vous jailbreaker le drone, mais en fait vous ne le ramenez pas, vous téléchargez même le firmware cassé et vous l'injectez donc pour pouvoir bypasser ça et faire voler les drones au-dessus d'aéroports, d'établissements étatiques, militaires ou autres. Donc, on a cette possibilité-là avec des services, que ce soit celui-là, ou il y a également des Russes ou autres qui proposent ce service-là payant. Et c'est pas très cher. Alors, la communauté cyber, c'est la communauté qui sait je pense qu'on est dans la communauté des j'ai pas vu une communauté aussi qui a beaucoup de collaboration comme elle. Et donc là, on a beaucoup d'outils. Donc, vous avez Dronesploit, donc c'est un framework spécial pour hacker des drones. Vous avez un autre qui s'appelle Drone Hacking Tool, donc sur GitLab, vous pouvez le télécharger, il va vous expliquer l'ensemble des outillages avec une interface GUI qui peut vous permettre de hacker des drones. Vous avez également RFSec Toolkit, donc c'est un toolkit qui permet de faire des attaques sur tout ce qui est radiofréquence, communication radiofréquence. Il est open source et il est accessible sur le GitLab. Vous avez même, c'est pour vous entraîner, une plateforme qui s'appelle DAM Vulnerable Drone, comme DAM Linux ou autre. Donc, il va vous présenter ou vous entraîner comment hacker des drones sur tous les volets que je vais vous citer tout à l'heure. Et puis, vous avez un ensemble d'outils qui sont disponibles, achetables. Vous pouvez les acheter sur Amazon, sur des sites web. C'est pas quelque chose qui nécessite que ce soit du HKRF, du Yardstick ou de l'alpha. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez trouver entre quelques dizaines de dollars et quelques centaines de dollars. Je pense que la HKRF, elle est à 350 ou entre 270 et 350 dollars. Après, vous avez le Software Defined Radio. Donc ça, c'est un outil couteau suisse pour les attaques radio. Le Proxmark, c'est pour tout ce qui est NFC, attaque. C'est comme comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, Flipper Zero, donc, mais c'est plutôt plus professionnel celui-là. Il est plus professionnel. Donc, et puis, si vous êtes intéressé, par exemple, il y a même les constructeurs ont des bug bounty programmes. Donc, si vous trouvez, par exemple, des failles critiques, ça peut aller jusqu'à 30 000 dollars ou plus, que ce soit sur le software ou sur le firmware ou le produit. Nous aussi, chez Expleo, donc on a développé une petite valise qui permet de hacker des drones et des voitures. Donc, elle est simple à utiliser. On l'utilise pour faire des démos, mais certainement pour certains use cases, pour réaliser certaines attaques. Donc, les équipes chez Expleo on réalise pas mal de tests avec et donc continue à développer les use cases dans cette valise-là. Très bien. Alors,
très rapidement. Alors, on va résumer maintenant. Donc, un drone, en fait, il peut communiquer avec une application, il communique avec son centre de commande, avec des serveurs, son environnement cloud avec le constructeur pour pouvoir activer, désactiver ou faire des mises à jour ou autre. Il peut communiquer avec des satellites également pour faire sa position GPS. Et il peut communiquer avec d'autres drones. Donc, il y a des projets, ce qu'on appelle les drones collaboratifs. Donc, ils peuvent, demain, par exemple, dans une mission, des drones peuvent communiquer ensemble pour se partager une parcelle de terrain et prendre des photos et revenir au lieu qu'ils passent 2 ou 3 heures. Donc, les drones peuvent communiquer entre eux. Et du coup, donc, la surface d'attaque, elle est importante. Donc, on a Wi-Fi, radiofréquence, le software, le firmware, l'application mobile, les serveurs, les protocoles de communication, le cloud. Donc, le vecteur, il est très important. Et du coup, donc, mécaniquement, donc, on peut réaliser énormément d'attaques. On peut faire du jamming. Ça veut dire, le jamming, c'est brouillage, que ce soit radio ou autre. On peut attaquer cette communication-là entre l'application ou le contrôleur et le drone pour casser le mot de passe ou pour faire authentifier et prendre la main. On peut attaquer ici pour faire une attaque de man in the middle ou voler les clés d'activation. On peut faire rentrer pour les co-drones ou les drones collaboratifs des faux drones, ce qu'on appelle rogue drones, ou les rogue drones qu'on peut envoyer autres, dans des faux drones dans des missions. Et puis, on peut faire voler ou faire du jamming ou voler un signal GPS pour faire croire, par exemple, à un drone qu'il est dans une non-flying zone, donc il va atterrir. Donc ça, c'est une attaque qui est interdite. Tout ce qui est jamming, etc., et vol de radiofréquence est interdit partout, là, dans tous les pays du monde. Mais la réalisation, donc en fait, vous pouvez émuler un signal GPS avec un signal fort, plus fort que le signal, parce que c'est des signaux qui ne sont pas cryptés, qui sont faibles au niveau signal, donc vous pouvez envoyer un signal plus fort. Et du coup, donc le drone mécaniquement va avoir votre signal GPS, vous pouvez lui donner la position d'un aéroport, par exemple, et il va atterrir. Du coup, vous pouvez récupérer facilement le drone et le voler. Un autre exemple, donc ce que je vous voulais, donc c'est un article que j'ai vu d'une autre collègue qui s'appelle Hana Barfif, qui a publié un article dans l'International Journal of Digital Crime and Forensics, et qui a analysé, par exemple, lorsqu'elle prend la main, elle a analysé le drone Parrot, qui est un drone qu'on utilise chez les utilisateurs normaux, donc dans le commerce. Et donc, du coup, ce qu'on fait, donc elle a scanné, donc quand elle prend la main, elle scanne, et on trouve des ports comme connu Telnet, FTP, Farnet, donc on peut trouver dans ce drone-là des services qui sont connus et des services qu'on peut connaître. Et puis, quand on prend la main dessus sur Telnet, on peut le parcourir, c'est du noyau Linux mécaniquement, donc on peut parcourir, voir des fichiers de log, récupérer. Il y a un serveur FTP, donc on peut télécharger des fichiers ou des images, des vidéos ou des fichiers, parcourir l'arborescence, potentiellement des fichiers aller vers les fichiers système. Également, ça c'est un article ou c'est une publication, c'est une présentation qui a été faite par Trend Micro dans le DEFCON 2024 où donc il a réussi sur un DigiPhantom de désactiver l'authentification par clé, l'activation par clé en cassant l'application, donc on fait du reverse sur l'application mobile. Donc en faisant du reverse engineering sur le firmware, il a réussi même à récupérer des clés de chiffrement, ce qui n'est pas très très bien. Et également faire du jamming pour envoyer au centre de contrôle des fausses images, parce que en fait les communications, comme je vous ai dit, sont des communications qui sont non cryptées, non authentifiées, donc on peut faire pas mal de choses pour le moment. Donc ça c'est un autre exemple pour d'attaque, par exemple, dans lequel on peut récupérer non seulement le type et le nom de la machine de contrôle, mais son Android ID. Donc même ici, par exemple, lorsqu'on récupère des photos ou des images, on peut récupérer énormément de métadata dessus. Donc là, c'est le caméra modèle, mais également la position, latitude, longitude, quand est-ce qu'elle a été prise. Donc énormément d'informations quand on analyse ce type de médias. Alors, donc rapidement, juste pour
enfin pour ça map, en tout cas pour résumer. On a beaucoup d'attaques, un catalogue d'attaques sur les drones qui touchent la partie reconnaissance pour faire parce qu'on peut, en fait, avec l'analyse de l'adresse MAC, on peut même aller à identifier le constructeur de ce drone-là. Donc, pour découvrir les signaux, pour découvrir le constructeur, pour identifier tout ce qui est télémétrie GPS, pour réaliser tout ce qui est spoofing GPS, télémétrie ou mode de vol, pour faire des délits de service sur la batterie, sur le délit de service sur le take-off, sur le jamming wireless ou jamming GPS, pour faire de l'injection sur les sensors, par exemple sur le Mavlink protocol, qui est une attaque assez ancienne, mais qui est aussi sur tout ce qui est data injection sur tous les capteurs. Par exemple, on a parlé des boussoles, des baromètres, etc. On peut exfiltrer des données en faisant des reverse engineering, par exemple sur la mission, l'état de la batterie, la position, le constructeur, etc. Donc voilà, donc le drone aujourd'hui constitue une mine d'informations énorme. Donc dès qu'on l'a en connexion ou dès qu'on l'a entre les mains. Alors pour finaliser, donc ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui les drones peuvent augmenter les capacités des hackers parce qu'ils peuvent collecter des infos, comme on a vu l'autre, donc étendre leur activité pour récupérer des données, exfiltrer entrer sur des réseaux, exfiltrer des logins, des crédentiels, etc. Donc, ils peuvent être utiles pour entrer sur des zones ou des réseaux ou des environnements qui lui sont interdits. Donc, il va étendre leur champ d'activité. Et deuxièmement, ils subissent pas mal d'attaques parce que les protocoles, aujourd'hui, certains des protocoles utilisés ou certains utilisent encore des mots de passe faibles. Il y a une mauvaise configuration lorsqu'on les installe sur les réseaux. Et il subit également des vulnérabilités sur le hard, le soft. Il y a également des problèmes d'authentification, des problèmes de chiffrement, etc. Donc, l'utilisation de ces drones-là dans le contexte professionnel aujourd'hui doit être cadrée par un ensemble de contraintes et de règles. Donc, tout ce qui est ségrégation des réseaux. Par exemple, quand j'ai dans une usine des drones, je vais les mettre dans un réseau à part. Ils ne doivent pas entrer dans mon réseau de production. Je vais faire des analyses de risque pour voir qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on prend la main sur mon drone ou on fasse entrer un faux drone dans mon réseau. Je vais faire du contrôle d'accès, limité, whitelisting, etc. Je vais faire de la gestion de vulnérabilité pour identifier des failles de sécurité sur les protocoles, sur les codes, sur le hard, le soft, etc. Je vais durcir mon drone en changeant les mots de passe, en faisant par exemple en activant des fonctionnalités, en faisant ce qu'on appelle les geofencing. Donc les geofencing, ça veut dire dans une usine, on peut dire au drone, il n'a pas le droit de sortir de l'usine. Dès qu'il sort de l'usine, il atterrit. Donc, il n'y a personne qui peut le récupérer. Et puis, on va l'inclure également comme l'IoT, dans n'importe quel IoT, dans tout ce qui est gestion des actifs pour faire son suivi, mais également dans la supervision d'une activité anormale, par exemple d'une collecte de données ou d'un flux de données anormal qui sort de ce drone-là. Mais également, il y a, quand vous serez demain des développeurs embarqués ou des applicatifs, donc il faut faire beaucoup de choses dans le soft, tout ce qui est gestion de vulnérabilité, security by design, by default. Dans l'application mobile, il faut faire de l'obfuscation, ne serait-ce que cacher, faire de l'obfuscation de code pour qu'on ne puisse pas reprendre l'architecture et voir les clés d'activation, les clés de chiffrement. Beaucoup de chiffrement, que ce soit dans l'application mobile, l'application sur l'embarqué ou l'application dans les API ou les firmware ou les applications mobiles, tout ce qui est l'authentification, les transferts de données, etc. Le chiffrement, là où on clé, donc il faut mettre des clés hardware pour chiffrer pour stocker les clés, et puis tout ce qui est validation de checksum pour les échanges lorsqu'il n'y a pas d'authentification. Donc, sur la partie soft qui nous concerne aujourd'hui, sur la partie applicative, il y a énormément de choses également à faire. Alors, je termine généralement mes présentations par cette citation. Donc, généralement, aujourd'hui, on est sur des nouveaux trucs, la sécurité de l'IA qui vient, les drones, demain, je ne sais pas, les robots, demain, il y a d'autres choses. Donc, nous, en cyber, généralement, il y a une citation qui a été faite par Sun Tzu, qui est quelqu'un qui a écrit un bouquin il y a 2-3 000 ans qui s'appelle L'art de la guerre. On s'inspire beaucoup en cybersécurité. Et il a dit quelque chose, il a dit « Know yourself », c'est-à-dire si tu te connais toi, know the enemy, si tu connais l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire?
thousands of battles, thousands of victories. Donc, en fait, tu fais 1000 batailles, tu gagnes 1000 fois parce que tu connais tes faiblesses, tu connais là où t'es, tes points, et tu as fait ta analyse de risque, tu vois c'est qui ton ennemi et qu'est-ce qu'il peut te faire. Merci beaucoup. Yatik Saha, Hilmi. Merci beaucoup. Comme d'habitude, Masha'Allah. Donc, peut-être, voilà, c'est bien. Donc, merci énormément. Et ben, on voit aussi en plus l'interactivité et ça fait énormément plaisir. Le sujet, c'est un sujet déjà, voilà, qui fait un petit peu hack, le buzz, mais surtout la partie sécurité. Et là, on est en train de découvrir énormément des choses. Yatik Saha, Hilmi. Merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce qu'on passe, je pense, quand Nash, si vous voulez, on prend deux petites questions. On prend quelques petites questions qui concernent la présentation et après on passe peut-être à une deuxième partie. خليك ما يسالش معنا مهدي. Alors, femme, deux petites questions, si tu veux bien. Alors, ما نعرفش وقتاش تبعثت quand la question a été posée in English. What if we used no radio scripting? Yes, you can use what you want, so it means c'est pas de souci. En tout cas, en fait, aujourd'hui, ça dépend du périmètre, mais il y a beaucoup d'outils. Donc, il y a beaucoup d'outils. Certaines sont plus simples à utiliser. Certaines sont plus simples à utiliser. Celles-là, elles sont donc n'importe quel scripting, même à la main, hein, vous pouvez développer vos propres scripts. Nous, par exemple, on a développé notre propre plateforme, notre propre outillage à nous. Donc voilà. En tout cas, voilà, justement, en tout cas, peut-être Rena Saad, je mets quelques concepts qui m'a Helmi. Il faut juste essayer de voir aussi certains concepts qui m'a l'SDR, c'est le software defined radio. Oui, c'est ce qu'on a tout à l'heure. Et donc, du coup, celui-là, bien sûr, c'est un petit peu aussi dans ce contexte, c'est des logiciels, il pourrait même capter, enfin, gérer même des satellites. Donc, je pense qu'il y a un domaine comme celui-là où il faut vraiment explorer énormément de choses intéressantes. Une autre question, la deuxième, est-ce qu'il y a eu des standards ou des régulations mises en place pour assurer un minimum de sécurité pour les usagers? Et ça reste restreint pour ou ça reste restreint par domaine d'utilisation. Voilà, on parle dans tout ce qui est aéronautique de façon générale, donc c'est un domaine qui est assez standardisé. Hein, donc il y a tous les standards relatifs à tout ce qui est aéronautique. Il y a également tous les organismes, les agences étatiques, par exemple australiennes, américaines, le CISA, etc., qui ont des bonnes pratiques. C'est-à-dire ils ont fait des guidelines sur la sécurité des drones. Et on vient, la semaine dernière, ou celle d'avant, on vient d'avoir le Cyber Resilience Act. Donc, en fait, c'est le Cyber Resilience Act pour la protection des produits de façon générale. Je ne sais pas s'il inclut des drones commerciaux en plus, mais on peut considérer que les règles qui s'appliquent à toute la sécurité des produits de façon générale, donc elles s'appliquent à ça pour l'analyse de risque, l'intégration de la sécurité dans by design, by default, tout ce qui est protection des données à caractère personnel, etc. Donc, en fait, les drones ne viennent pas du ciel, enfin, même s'ils volent dans le ciel, mais ils ne viennent pas. Donc, ils appartiennent à l'écosystème des standards qu'on peut faire. Et il y a des guidelines spécifiques par domaine. Voilà, et des objets connectés, bien sûr. Et là, tu parles aussi de données personnelles et de data. Et là, le privacy aussi by design, peut-être c'est aussi un concept qui est intéressant. Alors, je rebondis sur autre chose, juste Kirkina standard, puisqu'on est dans l'OASP. Il y a un projet qui est maintenant Tawa Open Source. C'est le projet Top 10, Drone Security Risks, qui est en train d'être, voilà, c'est un projet, donc Famahata sur le guide Kantabou. Donc, si vous voulez aussi être dans la communauté WASP, vous pouvez déjà, Mentawa Maneta, contribuer. Et d'ailleurs, je suis sûre et certaine qu'ils sont en train d'interagir avec l'industrie un petit peu, toutes les attaques possibles et tous les risques au niveau des drones. Donc, c'est un projet open source aussi. Ça fait partie des standards et des références. Très facilement, dans quelques temps, peut-être fin décembre, peut-être dans décembre, mais ce qui est sûr, c'est très intéressant. Où je vous invite à le faire. La dernière avant, pour la route. Oui. La dernière pour la route. Alors, qu'en est-il de l'usage VS, la sécurité des drones en Tunisie?
Alors, la Tunisie, en fait, aujourd'hui, l'utilisation des drones, elle est un peu compliquée. Donc, il faut des autorisations spécifiques pour le faire. Donc, ça réduit le vecteur, au niveau cybersécurité, ça réduit en tout cas le périmètre de risque de façon globale. Mais honnêtement, je n'ai pas une idée sur qu'il y a quelque chose de spécifique, à part l'utilisation qui est subie à un process, il faut des autorisations spécifiques. Je n'ai pas une idée, je n'ai pas information qu'il y a quelque chose qui a été fait par l'ANSSI ou les organismes similaires. D'accord, très très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Helmi, avant de peut-être passer à… Ouais, non, merci beaucoup pour l'invitation. Je n'ai pas pu développer parce que comme le sujet est énorme et puis il faut faire il faut 3 jours pour vous présenter. Il y a d'autres volets qui sont très intéressants, hein, tout ce qui est radiofréquence, qui sont très très intéressants sur des sujets. Et aujourd'hui, peut-être on aura la possibilité de les creuser dans une autre opportunité. En tout cas, يعطيك الصحة, bravo. Juste حاجة بقى حلمي كان تقعد معانا parce qu'on aura forcément d'autres questions, d'autres interactions et peut-être l'intervention de Mahdi توا باش نعمل une petite transition. Peut-être توا باش نحكيو sur l'OT et on va parler beaucoup d'autres applications aussi au niveau de l'OT. خاطر فما l'IT ou l'OT, peut-être Mahdi باش يزيد يفسر لنا un petit peu la différence et surtout voilà quelque chose de pratique qui pourrait vous intéresser, peut-être partie hacking peut-être. Alors, نتعدى المهدي directement, اش قاولك؟ عسلامة مهدي. Yes. Ça, l'islam, Nihal et Halmi. Laisse-moi présenter la. أنا je suis en train de projeter là, ما نعرفش. Je vais partager l'écran. Voilà. Ah, attends, désolé. Hein. Non, c'est pas grave. Il était déjà partagé. Voilà. Il était توا ما عادش توا. Et là, je pense que c'est bon. Ça, c'est pas bien. C'est de la deuxième partie. Voilà, ça c'est bon. C'était la deuxième partie. Voilà. En tout cas, مرحبا بك Mahdi. Donc, floor is yours. Thank you, Nihal. Pour commencer, je te remercie Nihal, je te remercie Halmi pour la présentation qui était vraiment intéressante. Je pense que j'aurai des questions à poser par la suite. Et je remercie aussi l'équipe WASP Algiers pour sa collaboration et l'intervention, la capacité que j'ai pu pour intervenir ici. Salam alaikum, je m'appelle Mehdi Nasser Karkar, comme l'avait présenté Nihal, Board Advisor at WASP Algiers, co-leader at WASP Algiers, IT/OT Cyber Security Consultant et maintenant entrepreneur, j'entreprends aussi. Membership Director at CSA Algeria, qui est Cloud Security Alliance, et un chapitre qui s'est vu né en Algérie. Global Member at WASP Foundation, CSA and IC2. SASO Volunteer. Global Member and Mentee at ISA, qui est une organisation sur l'OT, l'industriel, qui est International Society of Automation, and Independent Cybersecurity Instructor. Quand un de mes hobbies, c'est partager et enseigner ce que j'aime et ce que je fais. The subject of today, OT security, safeguarding critical infrastructure. Si vous ne connaissez pas, l'OT, c'est Operational Technology. L'agenda d'aujourd'hui, une introduction sur la sécurité OT, l'OT et la sécurité OT, les principaux objectifs de sécurité CIA Triad and the difference between IT and OT fields, regulatory framework of OT security, les challenges clés pour protéger l'environnement OT, une simulation, on va passer par la suite à une simulation d'attaque sur une industrie virtualisée, un best practice, comment protéger les infrastructures, la convergence IT-OT, l'état actuel et son impact sur la sécurité, un petit bonus pour tout le monde et une conclusion avec un Q&A, Inch'Allah. What is OT? Technologie de تشغيل ou operational technology. L'OT sont des systèmes matériels et logiciels pour surveiller, contrôler, superviser des processus
physiques. Donc, en tant qu'exemple, ça sera des turbines, des ascenseurs, des rames de métro, des compteurs de parking. Donc, on aura un aspect physique qui comprendra le système matériel et logiciel. Quelques composants, les capteurs et les actionneurs, plus en arabe. Les PLC, Programmable Logical Computer, c'est les cerveaux que nous posons dans les industries qui peuvent être programmés et déployés sur le site. Donc, ça sera le cerveau, donc il va être programmé, qui va lancer des commandes ou enregistrer des mouvements et des changements sur la machine, sur la machine elle-même. Des IHM, Interface Homme-Machine ou HMI, on dit. Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA System, c'est le système qui contrôle et qui acquisitionne des données de par toute l'industrie. OT is used for, ou souvent appelé aussi IACS, qui est Industrial Automation and Control System. Le principal fait qui a été introduit, la sécurité dans l'OT, c'est pour sécuriser l'industrialisation et l'automatisation de celui-là avec un monitoring, du contrôle des opérations derrière. Les industries clés, il y a Water and Sewage, la gestion des eaux et des eaux usées, l'électricité, les transports, les services publics, la surveillance des services des eaux, de gaz, par exemple. Dans les transports, ça serait plutôt le contrôle des systèmes ferroviaires, contrôle du trafic aérien. Si on part dans l'énergie, critical manufacturing ou oil and gas, on va parler de surveillance des réseaux dans celui-là, dans la production d'électricité. Donc ça, c'est vraiment les secteurs. Secteur de santé aussi, à toute la gestion des dispositifs médicaux. Building management, là, on va commencer à partir ça va presque partir sur de l'IoT, comme on va partir sur les réseaux, comme exemple de drones ou de caméras. Donc, c'est une partie qui peut être couverte par l'OT aussi. Pour aller un peu en détail, une différenciation entre les réseaux IT et les réseaux OT, l'OT architecture est revenu a pris son ampleur par The Purdue Model, qui a été mentionné et créé dans l'ISA 80-95 par Purdue University, qui a divisé le réseau et les systèmes en plusieurs niveaux. L'IT en général, si on prend l'IT, ça serait des VLAN, VLAN administratif, VLAN production, VLAN sous-production, développement, après plus ciblé, client, RH, etc., avec les DMZ et accès à Internet. Pour le niveau OT, on va prendre l'exemple ici. Sur 4 niveaux, de 0 à 3, on va partir du premier, le level 0, le niveau 0, et le processus physique, où il y aurait les capteurs, où il y aurait les machines vraiment industrielles qui coupent, des valves qui fermeraient la turbine, par exemple, ou les combinés et autres. C'est vraiment les processus physiques qui font une action physique. Le niveau 1, où là, en parlant de couche qui va contrôler le premier niveau, donc là où on va placer les PLC, dont on avait parlé, les programmes intelligents où on programmera pour donner des signaux ou des commandes au niveau d'en dessous. Le niveau 2 qui monte à une supervision et une surveillance qui reste sur site. Quand on parlait de HMI, Human Machine Interface, c'est vraiment l'interaction avec l'ingénieur industriel avec le PLC. Il aura un écran où il pourra voir ce qui se passe sur le PLC que lui contrôle les machines. Le niveau 3, qui est plutôt Supervisory and Control Center,
où là, on verra des serveurs d'applicatifs, des serveurs de base de données, des historiens l'historique vraiment qui fait ça, un contrôleur de domaine, les stations d'ingénieurs, où là, vraiment, ça ne serait pas dans l'usine ou à l'intérieur entre les machines, mais plutôt une salle séparée. Tout cela va être connecté souvent au réseau IT. Le réseau IT qui est principalement le niveau 4. Maintenant qu'on passe sur Pure du Modem, on va lui donner une spécification, le niveau 4, où là, vous allez trouver tout ce que vous connaissez, les serveurs web, les serveurs business métiers, que ce soit n'importe quel secteur, les laptops, les machines virtuelles, le contrôleur de domaine, etc. Après, nous allons passer au niveau 5, qui est là la DNZ, pour pouvoir sortir au niveau 6, qui est Internet, qui est accès à Internet. Maintenant, pourquoi il y a une bande grise entre les deux? C'est qu'il y a un niveau qui va séparer la partie OT de l'IT. Pourquoi? Parce que dans l'OT, dans la spécificité de l'OT, c'est que pour l'IT, elle prend l'IT comme Internet, comme une menace. Donc, c'est pour ça qu'il y a intégré le niveau 3.5 qui est la DMZ. Donc, c'est pour ça qu'il y a le niveau 3.5, où là, on trouvera les serveurs Jump pour pouvoir accéder, pour pouvoir remonter les données industrielles au niveau 3,5, puis vers l'IT. Les serveurs de patch, un autre historique, les antivirus, etc. Les Key Security Goals. Maintenant, comme vous connaissez, j'imagine sûrement, sur l'IT, on a la CIA Triad, Confidentiality, Integrity and Availability. La confidentialité est le plus essentiel à l'IT. Gérer les données et les systèmes d'information. Maintenant, la priorité de cela, c'est la confidentialité de ces données, de cette information. Quand nous parlons de l'OT, c'est AIC, Availability, Integrity, Confidentiality. L'OT va gérer les opérations physiques, donc la priorité, ça serait la disponibilité de celle-ci. Si une machine ou lors d'une extraction de gaz, par exemple, il y a tout un continu, la disponibilité de cette pipe serait irréversible. Donc, voilà la priorité est inversée. Désolé. Donc, la priorité sur l'IT, ça serait la sécurité des informations versus OT qui est plutôt safety, la sûreté, qui est la sûreté de l'humain. Petite caractéristique pour voir un peu les propriétés, les priorités de l'IT et de l'OT. Availability requirement. Lors de l'IT, on peut avoir un petit retard de quelques minutes qui peut être passable. C'est-à-dire que si notre serveur sur un contrat de SLA, Service Level Agreement, qui est on héberge des données dans un cloud, une tierce partie, il va nous proposer que sur 365 jours, il y aura 0,5 ou 1% qui est une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes de possibilités qu'il n'y ait pas le système en cours. Par contre, sur de l'OT, il n'est pas possible de stopper, de redémarrer un système. C'est vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le délai vraiment n'est pas accepté du côté OT, comme on l'avait dit. Component lifetime, lors d'intégration de système IT, on va parler de 3 à 5 ans, jusqu'à 10 ans, vraiment max, sur un serveur, sur un firewall, sur un équipement réseau, autre. Par contre, sur de l'OT, c'est vraiment, on va partir sur du 20 ans, 30 ans. Si on pose un composant OT, c'est pour que l'industrie va marcher plusieurs années. J'ai vu des composants datés de 30 ans, de 1990 et on vient. Application of patch, vu qu'on ne peut pas redémarrer les systèmes, ça serait vraiment pas fréquent, infréquent et vraiment peu faisable sur l'OT. Ça se fait quand même. IT, c'est régulier, c'est programmé.
Security testing and audits, on va là sur l'IT, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose d'automatique chaque année, chaque semestre. Cela dépend du système, ça dépend du standard suivi. Et sur l'OT, c'est vraiment occasionnel s'il y a possibilité de le faire en hors production, sur une copie ou autre. Security awareness, l'IT, toujours, on part d'une maturité assez élevée, une sensibilisation assez haute. Malgré ce qui se passe avec toutes les attaques et tous les systèmes compromis, il reste une sensibilité assez haute. C'est souvent courant qu'on parle de sécurité, on parle de hacking, autre chose. Par contre, sur de l'OT, sur de l'industrie, c'est vraiment peu, c'est que le début. OT vendors and protocols. Nous connaissons sur les vendeurs, sur les organisations de vendeurs IT, on connaît bien les distributeurs, que ce soit HP, Dell, Lenovo et j'en passe. Après, des solutions technologiques comme les revendeurs Microsoft, Google, Apple, des solutions technologiques de cybersécurité, ça serait sur du Sophos, ça serait du Palo Alto, ça serait sur du Fortinet. Sur l'OT, eux-mêmes ont des revendeurs, ont des vendeurs spécifiques sur l'industrie, que ce soit sur des équipements PLC, des systèmes programmes qu'on peut programmer logiquement, ou des machines industrielles, ou des solutions de sécurité, des technologies de sécurité ou autres. Comme exemple, Schneider Electric, Rockwell Automation, Yokogawa, Honeywell, Beckhoff, Siemens, Emerson et ABB. Et pour le monde de l'IT, c'est un peu déjà, on passe sur des marques qui ne sont pas connues. Pareil pour le protocole industriel. L'IT, nous connaissons bien les protocoles IT, HTTP, FTP, Telnet, SSH et autres. Sur l'industriel, chaque vendeur est propriétaire d'un protocole, ou même de plusieurs protocoles. Peut-être qu'un PLC peut avoir un certain protocole, un deuxième PLC ou une deuxième gamme peut avoir un autre protocole évolué, mais qui ne sera pas le même, qui sera différent. On peut voir ici les plus répandus en vert. BACnet, DMP3, Goose, Modbus, par exemple, MQTT, S7. Après, on jaune ici, ça serait déjà plus spécifique à un vendeur. ABB, Emerson, Delta V, Beckhoff, Honeywell, Schneider Unity Extension, S7 qui est Siemens S7. Comme exemple ici, il y a Siemens S7 et Siemens S7+. Le Siemens S7+, ce serait l'amélioration du protocole de communication, mais comme l'industrie fait que un système il y a 30 ans est toujours installé, donc il y aura en cours de production des Siemens S7 et des Siemens S7+. Nous passons maintenant au framework et aux régulations de sécurité. Il y en a beaucoup comme sur l'IT. On parle de plusieurs organismes européens, américains, continental, régional, continental ou par pays. On va parler par exemple, l'ISA, qui est la norme 62443, qui est une norme reconnue mondialement qui fournit un cadre pour la sécurisation des systèmes d'automatisation et de contrôle industriel, qui couvre plusieurs domaines dans l'industrie ou dans l'OT. L'élaboration de programmes de cybersécurité, c'est CSMS, gestion des risques, la sécurisation des composants du système de contrôle. La NIST, par exemple, il y a les parties prenantes pour l'IT, mais aussi l'OT. Ce serait la NIST SP 882, une norme américaine qui fournit des conseils sur la sécurisation ICS et le best practice pratique pour la détection, l'atténuation et la réponse aux incidents cyber. Un autre exemple, la NERC, norme propre au service public nord-américain aussi, qui garantissent une infrastructure qui est bien sécurisée, qui est spécifique au réseau électrique. Donc là, on va prendre un domaine. Internet of Things Institute, là, on va parler d'un standard, comme l'avait cité Halmi, il y a de normes et des régulations qui vont partir sur de l'IoT. Et pour chaque secteur, ça peut être différent. Après, on a des normes
qui sont plus sur pays, des normes pour l'Oman, pour Qatar, par exemple, pour le Brésil, pour Singapour, une commission européenne régionale qui parle du NIS, par exemple, qui est Network Infrastructure System Directive, qui prend partie à ces situations. Donc ça, c'est pour parler des normes. Et à quoi servent les normes? C'est vraiment à donner les standards, comment gouverner, comment donner des stratégies, des programmes à instaurer sur l'infrastructure, sur l'environnement ou l'entreprise IT ou OT. Ça va gérer le programme et le système qui va être proposé. Key challenges in safeguarding OT environment. Comme tout environnement, l'OT a ses challenges aussi. Legacy system. Legacy system, qu'on l'avait dit, c'est les systèmes qui ont des décennies sur terrain. Ils ont été installés il y a une dizaine d'années, donc les protocoles seront faibles, ils auront un manque de cryptage, ils auront une authentification faible, ils seront vraiment vulnérables. Specialized protocols, chaque vendeur peut avoir son propre protocole. Donc, la connaissance de plusieurs protocoles, ça mène à avoir moins de connaissances sur eux tous. Ils ne sont pas spécialisés et ça reste que chaque vendeur va faire un effort pour implémenter son protocole. Missing and no updates, comme on l'avait dit tout à l'heure, un manque d'update, vu que les systèmes tournent 24 heures sur 24, il n'y aura pas possibilité de faire des mises à jour, d'updater les systèmes, de les patcher, etc. Vendor locked-in, les organisations ou les entreprises vont vers des fournisseurs, des vendeurs tierces, pour la mise à jour, pour l'installation de ces systèmes, et puis pour la maintenance et la mise à jour. Et cela peut retarder la mise à jour, laissant les systèmes exposés. Policies and procedures, comme tout l'indique, les polices et les procédures inclus sont différents de l'IT. Et vu le manque de sensibilisation du domaine de la sécurité opérationnelle, sécurité OT, technologique, il y a toujours un manque. Missing no segmentation. La difficulté d'implémenter le Purdue model, c'est souvent, surtout sur les industries anciennes, il n'y avait pas ce standard. Et après, c'est difficile de segmenter une industrie ou des machines au PLC, du PLC à l'HMI. C'est plutôt le vendeur va venir placer le bloc qui compose la chaîne et il n'y aura pas de segmentation logique. Operation downtime, le temps d'arrêt opérationnel, le système fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7, sorte que la mise en ligne des correctifs n'est pas possible. Un exemple, une raffinerie qui interrompt la production pour réparer des systèmes OT, ça peut perdre une grande valeur ou un grand budget peut être perdu si on arrête le système. Maintenant, on va passer au côté pratique, à la simulation. Why an OT simulation first? Large OT cybersecurity skills practice. Il y a vraiment un manque sur l'applicabilité, sur les faits d'exercer sur des systèmes industriels. Les systèmes IT, c'est commun. J'en utilise, je peux tester dessus. Sur les systèmes industriels, il y a vraiment un manque. ICS Security Apps even larger. Le coût des systèmes eux-mêmes physiques, les composants physiques coûtent. Le software aussi, pour programmer les logiciels, ça coûte, il faut l'acheter par un vendeur. C'est vraiment, après par la suite, c'est vraiment dangereux et peu faisable de faire des tests sur ces équipements, vu la contrainte de la disponibilité. Et à titre d'exemple, no ICS equivalent to Metasploit. On va dire que c'est pas si facile que l'outil Metasploit qui est un outil utilisé pour se connecter et on va dire utiliser des scripts et attaquer des composants IT. C'est pas la vie n'est pas facile sur l'OT, c'est vraiment nouveau
nouveaux systèmes. Donc, à chaque fois, tu trouveras quelques outils, quelques scripts, mais pas un package donné. ICS Personal Misinformed About Security. Par exemple, ce qui est commun dans l'industrie, c'est RGAP. Par exemple, le système OT, ils vont dire que notre système OT de cette usine ou de cette industrie n'est pas connecté au système IT, ou n'est pas connecté au système à Internet. C'est vrai, cela peut l'être, donc il y aura moins la surface d'attaque sera moindre, mais à titre, à dire exemple, l'une des attaques les plus connues, qui était Stuxnet, un malware Stuxnet qui a été propagé en 2010 et qui visait les installations nucléaires iraniennes. Ce malware ciblait des PLC il attaquait l'automatisation des process machines. Donc, il allait changer il allait changer le process de cette machine-là. Et Stuxnet, qui a fait de grands ravages, a été propagé sur USB, sur clé USB, sur PC Microsoft Windows, qui après, par la suite, qui s'est propagé de machine en machine et qui allait trouver le logiciel Siemens Step 7, modifier le programme, puis l'envoyer au PLC, qui a fait de grands dégâts et beaucoup de pertes matérielles et matérielles. Donc voilà, le système que je vais partager, c'est Graphical Realism Framework for Industrial Control System. On va aller le voir sur le net. C'est Fortified Logic qu'il a produit. C'est un réseau industriel qui se compose de, envers le bas, modules, c'est les composants physiques de l'industrie, qui va être connecté au PLC, le système programmable, puis vers l'interface humaine-machine, pour pouvoir voir les changements, voir ce qui se passe. Après, nous allons introduire notre attaquant pour pouvoir faire quelques attaques. Un peu plus en détail, vers la gauche, c'est vraiment les sous-réseaux. Nous avons deux sous-réseaux, un 192, 168, 90 et le 95, partagés par un firewall. Nous aurons nos deux machines vers le HMI et notre machine Kali. Et vers le bas, il y aura SIM qui est simulation, c'est l'industrie, c'est les machines. Le PLC qui est connecté vers la PLC et qui est connecté vers l'ingénieur. Plusieurs attaques peuvent être faites. Le brute force sur le HMI, l'injection de fausses informations ou fausses données au PLC, un buffer overflow sur le PLC, d'autres injections et autres. Nous allons passer maintenant à la démo. Excusez-moi. Voilà. Tu es toujours avec moi, Nihal? Exactement. On suit le rythme. Ok. Il ne faut pas vous perdre. C'est juste, nous avons utilisé… Non, excusez-moi. On va aller… Juste, je me permets, Mahdi, à chaque fois, parfois, il y a des liens, il y a des standards, il y a des définitions. Je parlais un petit peu dans le chat sur le système SCADA, tu as parlé de Stuxnet. Donc, voilà, certaines définitions qu'on ajoute un petit peu. Ça a Super. Voilà le lien. Fortified Graphics V2 pour faire les tests. Vous allez trouver les machines à télécharger, les 5 virtuelles machines à télécharger, comment installer et les détails. Je passe à l'essentiel. Voilà l'Oracle Virtual Person Agent. Oui. Si tu peux zoomer parfois. Voilà. Yes. Ça, je vais le faire. On va trouver notre machine qui est ça, c'est Bon, ça, c'est les machines, c'est les 4 machines. Ça, c'est l'industrie avec les 6 ports et les 6 machines industrielles. Après, nous allons voir notre firewall. On va voir notre PLC.
on va le voir, notre HMI ici, qui est ici. Bon, on va rentrer dans les machines, c'est juste pour exposer un peu le tout. Non, c'est pas ça. C'est là, 85. Bon, je crois que c'est pas là. C'est plutôt. Pour commencer, en attendant le Kali. Bon, c'est exactement là. Là. Je m'excuse. C'est pas pratique. اسمه ظروف المباشر مهدي. Exactement. Quand c'est pas live, ça marche normal. عادي عادي. Je m'excuserai. Donc si tu donnes un titre مثلا للديمو خلينا نكتبوه من لو كانتاج شو اسمه مثلا un titre. La démo, en fait, c'est, nous allons exposer l'industrie, le PLC, on va pratiquer plusieurs attaques. C'est juste que non. Ah oui. Voilà, super, ça marche comme il fallait. C'est juste que il y a un peu de. Voilà. Ça va prendre juste un peu plus de temps. Voilà. Par exemple, cette interface, c'est l'interface humain-machine dont nous allons avoir accès dans l'industrie. Là, il y a possibilité de brute force sur du web. Et par défaut, on va dire plusieurs HMI ou PLC utilisent les mêmes les credentials standards. Ok, tout est bon.
Voilà, ça c'est super. Si vous pouvez voir ici, lui-même, l'ingénieur OT, ingénieur automaticien industriel, il va voir sur son écran deux composants entrants. Vous avez le composant feed 1 ou le A, et le composant feed B qui vont entrer vers cette bastion ou qui va faire un traitement sur ces deux composants pour pouvoir sortir le product. Le product sur cette ligne et purger on va dire les déchets sur l'autre. Voilà. Et là, maintenant, nous entrons dans l'industrie. C'est vraiment ce que nous allons voir. Comme j'avais dit, deux composants A et B qui vont envoyer le composant vers la bastion principale avec le traitement, avec l'échange des liquides pour pouvoir sortir le produit et purger le déchet. Ok. C'est juste que c'est un peu long. On va faire ça aussi sur notre. Excuse. Ce qu'on va faire, on va lancer sur notre machine attaquante qui est Kali un outil qui s'appelle Wireshark qui va analyser le trafic qui se déplace dans le réseau. Donc, nous allons faire ça de plus près. Un instant. Voilà, ça c'est l'interface réseau. Nous voyons quelques signes de trafic. Voilà. On va essayer de zoomer tout ça. Alors, on voit beaucoup de trafic TCP. On va stopper notre quête. On va filtrer par protocole. Vu qu'il y a beaucoup de s'il y a quelque chose qui ne va pas. Excusez-nous. Je m'excuse. Ok, ça c'est bon.
Donc, tout normalement devrait marcher. On relance. Là, c'est le continuateur saving. Je ne vois pas, en fait, il devrait capturer le protocole Modbus, qui est un protocole industriel qui va parler entre le PLC, la machine, le PLC programmable, et la HMI, et l'écran que nous avons vu dessous. On va juste voir notre configuration, réseau. Voilà, on est sur le réseau 190, OK. Une route 195. Tout était bon. On va débugger. Je remercie Halmi qui m'avait proposé de passer en premier. Point, la schéma 95. Ça, c'est bon. C'est bon aussi. Donc, oui, problème. On va peut-être. C'est vraiment bizarre. Je m'excuserai encore quelques secondes. Je vais essayer une dernière fois. Normalement, en trouvant, comme on l'avait dit, la communication Modbus, je vais redémarrer les systèmes et vous parler de ce qui se passe derrière. Ça va prendre quelques secondes aussi. La communication en mode bus, elle va envoyer, le PLC va envoyer, ou plutôt, l'HMI va envoyer un questionnement au PLC qui va lui demander quel est l'actuel des machines, quel est le pourcentage, par des registres, un demandement sur des registres. Le PLC va répondre en lui disant sur ce registre ou sur ce feed du composant 1A, comme l'avait indiqué ici, il est à 100%. Ça va se passer chaque seconde. Le composant, le registre 12, il est à 100%. Le registre 2, il est à 95% avec des numérotations. Et aussi, il y a un registre qui s'appelle coils, on va voir, qui est binaire, ou 0 ou 1, qui est vraiment le signal start de la machine, start et stop de la machine. Donc, on va voir qu'il y a la communication entre ces deux. Vu que c'est du Modbus, c'est un protocole industriel. Et avec Kali, on va envoyer sur le registre de coils un signal pour arrêter cette machine et faire descendre la pression de niveau de cette action. J'espère que ça va le faire cette fois-ci. Sinon, il faudra envoyer une démo.
par Internet. Voilà, tout est OK là. Donc, n'hésitez pas donc pour poser vos questions. Il y a Si- certaines questions aussi. En Exactement. attendant, S'il y a des questions, vous pouvez y aller et Nihal, ça sera avec plaisir. Les- donc je profite, si tu veux, Mahdi, en parallèle ou de te poser une question. Oui, oui, Ou tu oui, oui, Nihal. D'accord. Donc, on parle toujours de HTTP. Donc, il y a une question qui est reposée. So, all the web panel for IoT using HTTP protocols. This is a question. Hein? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me relire la question? Voilà. Est-ce que l'utilisation du HTTP est automatique, c'est-à-dire pour l'IoT? Est-ce qu'on utilise toujours le protocole HTTP au niveau du web panel? Si c'est une interaction web, que ça soit IoT ou OT, ça sera sur de l'HTTP, logiquement sur de l'HTTP. Mais les protocoles OT et IoT sont différents. Pour envoyer seulement des données, ça sera autre chose. Ça sera, comme nous avons cité sur l'OT, ça sera du Modbus, ça sera du DMP3, ça sera autre chose. Très bien. Bon, c'est vraiment, je ne sais pas vraiment du tout où est le problème. Ça marchait juste avant. C'est Ah là toujours le là. cas. C'est-à-dire, c'est que le piège, c'est le jour où tu te sens à l'aise, tu vas le faire tranquillement, ça ne marche pas. Mais on essaie encore une fois et on explique, on partagera les liens, on partagera ce qu'il faut pour ça. Bon, on est sur le 90.5. Voilà. Ah, c'est bien, celui-là. DNS, TCP, il manque le module.
Je crois que c'est vraiment dommage. Il faudrait que vraiment que je me connecte à la machine, je vois ce qui ne va pas. Il faudrait que je débug tout ça. Ça va prendre un peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait, Nihal? Je te repasse vers la présentation parce Voilà, donc que alors, bon, alors ça peut arriver peut-être, Inch'Allah, on anticipera peut-être encore une fois, la prochaine fois, peut-être avec une petite démo. On pourrait partager Inch'Allah. la démo si tu veux. On pourrait partager Yes, la yes. démo dans une autre vidéo si tu veux. Attends, on C'est ce pourrait que je faire vais faire. Comme c'est pas vrai, c'était pas vraiment prévu, ça voilà, marchait très très bien et comme quoi, on comme quoi. verra une démo de ça, Et Inch'Allah. comme quoi, il y aura peut-être, ça pourrait être par exemple dans la liste trafic, l'interface que tu es en train de choisir, ou je sais pas, peu, je ne sais pas, mais ça pourrait être n'importe quoi, hein, mais c'est pas grave. Je L'essentiel, vais, c'est je vais, je oui, vais faire comme ça, je pourrais partager les trois attaques, que ce soit sur le brute force de l'interface machine, que ce soit l'injection de données avec éteindre la bastion pour un abaissement de niveau ou uploader, changer le programme des PLC pour vraiment changer le comportement des machines, ajouter de la pression et exploser l'industrie. C'est un peu l'objectif d'accord. d'aujourd'hui, mais Et malheureusement, là, et là, ça comme arrive. tu as dit, ça touche bien le triade et surtout l'intégrité, enfin la disponibilité d'abord et l'intégrité des systèmes. Et c'est la particularité justement des protocoles comme Modbus de les voir. C'est pour ça que je pense de faire une démo. Alors, bien sûr, on s'excuse pour la partie démo. On a quand même fait deux très belles présentations, en fait, voilà, de l'OT security en général, des attaques et la surface d'attaque. Donc, on fera la démo, Inch'Allah, si tu veux bien, Mahdi, et on pourrait la projeter. Et ça serait très bien. Enfin, merci en tout cas pour le partage, en tout cas. Et Nihal, oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. la démo n'était pas la fin en fait, c'était pour partager la démonstration et ensuite passer à d'autres points qui est les best practices et D'accord, un petit bonus. Donc, si je me permets de continuer. vas-y. Juste en revenant, les challenges de l'OT, c'est ça. Si on n'a pas les composants physiques devant soi pour pouvoir aller et tester activement, ça coûte en virtual machine, ça coûte en débugage et tout ça. D'accord, Maintenant, vas-y. les best practices pour best practices for safeguarding OT, ça sur les 5 niveaux. On va parler de la segmentation réseau sur ces 5 niveaux-là, si possible. Asset inventory, l'inventaire des actifs, la gestion continue de cet inventaire, quel vendeur a installé ce composant et vraiment l'archivage de tous ces composants, des versions utilisées, des versions installées et de tout ça. Le change management, là on parlera des updates qui ont été faits, des patchs qui ont été faits sur l'asset inventory, donc c'est vraiment une continuité. Continuous Vulnerability Management and Remediation, comment automatiser, comment poser des sondes, où les poser, des équipements de sécurité, que ce soit IDS et APS spécifiques à des protocoles industriels qui vont monitorer, qui vont surveiller le réseau industriel. La Control Access, restreindre les accès logiques, mais aussi les accès physiques aux machines, que ce soit par feu, que ce soit par des pare-feux sur le côté logique, que ce soit par des portes et des blocages pour l'accès physique. Après, surtout, et je reviens toujours, assess and train cyber awareness. Sensibiliser les équipes industrielles, ils sont rarement conduits à la sécurité dans leur parcours. Et on aurait pu démontrer les attaques et montrer que les solutions, c'est les mêmes même pour ce lab-là. Different systems, different challenges. On parle d'IT les systèmes IT sont différents des systèmes OT dont les challenges ne sont pas pratiquement les mêmes.
Si on parle de convergence, on aurait pu introduire la partie de Helmi. Les systèmes IT ont été isolés dans les années 80 et plus tôt, qui ont été unis par la suite avec des systèmes centralisés, qui ont été développés des nouvelles technologies, des nouveaux supply chain avec des ERP, des CRM. Après, on est passé vers la virtualisation, on est parti vers le cloud computing des années courantes. Par contre, du côté OT, les systèmes isolés étaient jusqu'aux années 2000, même peut-être maintenant. Mais on commence à les connecter actuellement sur des réseaux LAN et avec l'émergence du cloud et de l'IoT, nous voulons les connecter à celle-ci pour avoir plus d'informations, plus de surveillance, plus de données remontées au business géré par l'IT. Donc, nous voyons une convergence qui se retrouve vers de l'IoT, vers l'utilisation de drones, comme l'a exposé sur Helmi. Le bonus, ça aurait été un bonus de 0 to hero in OT security. De étudiant à worker, comment intégrer l'OT et comment l'intégrer en tant que cybersecurity engineer, comment l'intégrer en tant que cybersecurity analyst. Ça serait de travailler fort. Sa fondation, c'est base en cybersecurity principles, practices and technologies, avec des cours et des trainings que vous pouvez trouver. Network security, la sécurité architecture, la cryptographie, la gestion des risques, plus toucher tout ce qui est operation technology, tout ce qui est automatisation, les systèmes industriels, les architectures industrielles qui sont différentes, les protocoles industriels, les vendeurs, faire de la pratique, monter les labs comme on fait, faire des stages, passer des certifications et rentrer dans le monde de la sécurité OT. Where to practice, il y a plusieurs liens, plusieurs plateformes qui sont partagées sur Internet pour pouvoir apprendre et pratiquer la sécurité industrielle. Je propose Cybersecurity and Infrastructure Security Agency qui propose une formation sur 4 niveaux qui parle de la sécurité OT de base jusqu'au danger et au risque qu'il peut établir dans celle-ci. Training Game Facility Cybersecurity, qui est une plateforme qui simule des environnements OT avec quelques étapes, comment utiliser, comment faire des exercices sur celle-ci. Il y a TryHackMe qui propose aussi cela. Il y a C7 qui est un outil d'évaluation cybersécurité OT, OpenDNP3 sur GitHub, qui est le protocole DNP3 pour le simuler et l'analyser. Low Cost ICS Testbed, c'est vraiment des équipements, des Lego pour pouvoir les acheter qui ne coûtent pas cher pour pouvoir implémenter ces systèmes et pouvoir les tester. Côté certification et trainings, nous parlons de la certification ISA 62443 qui est sur 4 paliers, la certification Fundamentals, après Risk Assessment Specialist, Design Specialist, Maintenance Specialist, sur 4 niveaux. Les plus spécifiques OT Security, on va parler des certifications GIAC, la JSSP, la GREAD, la GCIP, l'organisme Lean Security qui propose deux certifications aussi. Après, il y aurait plus spécifique aux vendeurs, comme nous avons vu précédemment Yokogawa, Siemens, donc ont des technologies ou des solutions cyber, donc leur training est vendu aussi. Et il y a des vendeurs spécifiques à des solutions de cybersécurité, sécurité OT, comme Clarity, comme Dragos, comme Nozomi et autres. Une petite conclusion. Nous avons passé sur tout ce qu'on avait fait, l'introduction, les clés, les objectifs principaux, les régulations, les challenges clés, une simulation qui n'a pas parfaitement marché, qui n'a pas simulé, les best practices, comment les protéger, la convergence et leurs risques et leur impact, un petit bonus et le Q&A. Et je dis à la fin vraiment un grand merci à toute l'équipe, merci à Nihal pour m'avoir invité pour ça. Et je m'excuse vraiment pour la démonstration, mais nous reviendrons par la suite, Inch'Allah.
Pas de souci, ça arrive et ça arrive presque tout le temps, donc c'est tout à fait normal. Et tu trouveras la solution juste après notre meet, dans la seconde qui suit. Voilà, donc J'imagine. merci encore une fois à Yatik Saha Mahdi, merci pour ce partage, cette générosité. Merci à vous trois, chers speakers. Je suis très honorée de vous avoir. Yatikum Saha, merci beaucoup donc, pour cette session. Comme juste après quelques 2-3 minutes par des questions-réponses comme ça. Et si on veut ajouter quelque chose, parce qu'on parle de l'IT security, et c'est l'événement où on pourrait partager beaucoup d'informations. Vidéo restée de l'Ouest tunisien. Peut-être نسمع في روحي ما نعرفش l'Ouest tunisien. Donc, si vous voulez vous abonner aussi sur la chaîne, et vous pouvez même faire tous les événements et donner vos ما نعرفش كان شكون منكم عنده فما ان écho خاطر alors je vais passer peut-être cette question là si vous voulez bien et يظهر هذه المهدي donc si vous avez une autre question aussi à Helmi peut-être aussi alors can we use BetterCap instead of Wireshark donc au lieu de Wireshark comme analyseur de trafic Mahdi. Pour répondre brièvement, pour analyser le trafic sur un réseau, tu peux utiliser l'outil que tu veux, que ce soit du Wireshark, que ce soit du BetterCap, que ce soit du TCP dump, tu le fais. Que ce soit des sondes Nozomi, Clarity ou autres, tu peux utiliser ce que tu veux. Après, ça reste un scanner passif si tu es sur des réseaux OT. Voilà. D'accord, merci. Alors, qui peuvent cibler les machines? Peut-être celle-là. On en a parlé, mais Michel, peut-être un petit récap rapide. Quelles sont les attaques qui peuvent cibler les machines industrielles? Quelles sont plusieurs attaques peuvent cibler les machines industrielles, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, comme on avait parlé de Stuxnet qui a été propagé par des clés USB. Ça peut venir par une connexion externe, VPN. Les industriels souvent se connectent par des VPN vers l'industrie ou vers une machine pour faire des changements. Donc, ça peut être un mauvais access control, gestion d'accès extérieur. Ça peut être un phishing sur les niveaux IT, puis une propagation. Donc, ça peut être plusieurs attaques. D'accord, merci. Alors, une autre, ça parle de drone. Ça parle de drone, voilà. Est-ce que tu as Helmi fait question? Oui. Après, bon, si les drones ils volent, donc on a la possibilité de détecter les réseaux. Hein. Donc, les drones sont connectés généralement par s'ils arrivent à communiquer en radiofréquence ou en réseau Wi-Fi, il suffit de faire des scans sur les réseaux Wi-Fi qui existent sur la bande, que détecter là où vous êtes. Et quand vous allez faire ça, donc l'idée c'est d'analyser après le trafic détecté par le Wi-Fi pour voir derrière le constructeur, le type du drone qui va avec. Mais c'est une analyse de réseau Wi-Fi. Pour les réseaux, je parle pour tout ce qui est industriel. Après, il y a une autre bande, donc tout ce qui est RF, radiofréquence de façon générale, sur des larges ou courtes bandes dans laquelle on va faire une analyse de spectre. Et dans ce spectre-là, donc on va identifier comme des radars, en fait, comme une analyse de radar. Pratiquement, c'est la même technologie. Très, très bien. En fait, à la suite de Darrell, en fait, la question, justement, il parle de fréquences et d'autres méthodes, en fait, pour la détection. Je ne sais pas si... Voilà, j'ai couvert toutes les questions. S'il y a une autre, peut-être, Tawa, vous pouvez la poster maintenant. Mais sinon, s'il y a d'autres, non. On a quelques secondes. 5 secondes. Compte à rebours, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je m'excuse, peut-être à mal le déroulement, ménage, peut-être que j'ai oublié d'autres, je ne sais pas. Je l'élite des questions après sur l'IoT en général et les risques de sécurité, mais on a fait un petit peu le tour de la question. Alors,
Voilà, donc je vous remercie encore une fois. Kent Haboudzidou, peut-être vous échangez peut-être sur les deux présentations, mais sinon, un mot de la fin peut-être pour vous deux. Mahdi, vas-y. Moi, en tout cas, je voudrais te remercier, Nihel, pour l'invitation. Je pense que les deux sujets sont très intéressants parce que, mine de rien, je pense que le domaine et l'IT de façon globale, il est overfished, des intervenants de la technologie, etc. Que la sécurité dans l'IT, elle est plus ou moins mature, ou même s'il y a beaucoup de travail, mais on a assez de... ce qui reste, c'est tout ce qui est OT, IoT, ICS. Donc, on a vu les trois aujourd'hui. Donc, tout ce qui est composantes, des composants qui se connectent. Ça peut être du medical device, ça peut être un calculateur dans une voiture, ça peut être un drone, comme on a vu. On a vu l'ICS industriel de façon générale et l'outil de façon globale. Donc, cette ouverture de ces domaines-là qui n'étaient pas connectés, un cœur artificiel, il n'a connecté l'Internet, directement en live, donc, cette ouverture, il y a un dicton, il y a une citation cyber, quand vous connectez à Internet, Internet se connecte à vous. Mais mine de rien, quand l'outil qui était cloisonné pendant des dizaines d'années s'ouvre à l'extérieur, le vecteur d'exposition, il ouvre cette connexion pour qu'elle soit plus vulnérable, surtout que ce ne sont pas des domaines liés à la cybersécurité qui étaient matures, ce ne sont pas des domaines liés à là où je vais HTTP ou HTTPS. Ce ne sont pas des domaines qui ont été secure by design. C'est maintenant que ça arrive. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore dans ces domaines-là. Bien sûr, Mahdi, la comparaison OT-IT, il y a des machines, il y a des systèmes qui datent quand même, depuis énormément d'années, où le fait que ça soit connecté, peut-être le 4.0, tout ce qui est objet connecté, etc., ça ouvre énormément d'attaques qui m'a salou fama barsha qui m'a les ransomware le colonne pipeline qui m'a barsha il y a beaucoup d'industries qui ont été touchées s'il n'y a pas d'autres questions juste zit lien l'autre donc un autre projet beaucoup plus global un petit peu que le drone security في الواسط اللي هو l'OT justement security قاعدين يخدموا على top 10 توا donc ils sont des projets en cours. So some new projects in OWASP community. So don't hesitate to contribute to open source projects like that. So operational technology security and drone security. So les deux projets en cours. Pas que je sois anglais, belani peut-être pour attirer un petit peu d'autres communautés. En tout cas, merci encore. قعدنا شوية مخر. Mais je pense que le sujet qu'on traite, يسمو قاعدة معناتها قاعدات كما قلتوا انتم donc c'est quelque chose d'intéressant. Mahdi, كان عندك le mot de la fin? On aura des labs à faire ensemble pour partager ça. Et sinon, comme a dit Helmi, c'est vraiment une convergence de l'OT à l'IT, on part vers de l'IoT. Et plus on est connecté, plus on est connecté vers l'extérieur, plus ils sont connectés vers nous. Et c'est des accès à vérifier, à contrôler. Donc, on est plus susceptible d'attaque. Exactement. On a un risque le côté la certification, les formations, les awareness, etc. On va avoir beaucoup plus d'ouverture en plus dans le monde de la cybersécurité en termes d'expertise. Donc, je pense que c'est une bonne voie, Inch'Allah, pour toute l'audience. Donc, je remercie déjà nos deux experts. Yatikom Saha, merci pour l'invitation, pour avoir accepté l'invitation interne. Merci beaucoup. Farhana Zeda WASP Alger, Inch'Allah, c'est une première collaboration pour d'autres futures collaborations. Yatikom Saha, Salmou Alikom Dzeir déjà, donc tout nous sous Dzeir et surtout et toute l'audience. Donc, je suis très contente aussi que surtout pour cet événement, il y a beaucoup d'audience et de participants. Inch'Allah, ajbetkom. Donc, espérons que vous avez eu, bien sûr, une valeur ajoutée à travers cette session. Merci encore, Yatikom Saha, d'être avec nous encore.
Merci d'avoir assisté. Inch'Allah, نتقابلوا في فرص أخرى. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Nicole. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.